Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver. Pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, je m'appelle Sana et j'ai la chance de diriger H7, un accélérateur de start-up qui est basé à Lyon. On a la chance aussi d'organiser ce bel événement ici. Et j'ai surtout la chance aujourd'hui d'être avec Claire Breton. Comment ça va? Tu te sens bien? Ça va trop bien, ravie d'être là. Et ben nous aussi, ravis. Écoute, on a 30 minutes. Et donc c'est un vrai challenge pour retracer ton parcours et aussi prendre le temps de s'arrêter sur des étapes clés de tes aventures entrepreneuriales et essayer de comprendre comment tu allies ambition et développement de projets, surtout au service de l'intérêt général. Donc il y a plein de choses qu'on a envie de savoir de ton parcours, mais du coup on a aussi envie d'interagir avec le public, c'est toi qui m'en avais parlé aussi. Donc on va essayer de garder quelques minutes pour des questions-réponses. Donc voilà, sans plus tarder, je vais planter le décor et on va dire ancrer un repère temporel. On est en 2016, tu lances Daco.io avec 2 associés et 18 mois plus tard, vous revendez Daco à VP, c'est bien ça? Exactement. On est en 2020, après, tout le monde sait ce qui se passe, hein. Le confinement est annoncé, et là s'opère un changement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi dans ton parcours, et je reprends tes mots parce que j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Tu parlais d'un toboggan de vie. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais en 2020 quand le confinement est annoncé? Quand le confinement est annoncé, je prends ma voiture, je quitte Paris et je rejoins Noirmoutier. On y arrive avec mon mari et on se pose la question de à quoi on sert, grosso modo. Donc toute la France est confinée. Moi, je fais du pricing chez VP. C'est passionnant, mais c'est pas ça qui va sauver les Français et le monde. Et lui, à l'époque, il est directeur marketing d'Uber Eats, livrer des burgers, ça peut sauver le monde, mais en tout cas pas à ce moment-là. Et on se dit comment on peut aider tout simplement. Et à l'époque, et toujours maintenant, on accordait beaucoup d'importance aux petits commerçants de nos quartiers. Et donc, on lance Sauvons nos commerces. Et je me rappelle, on est le mardi soir du confinement et on lance un appel sur LinkedIn. On dit on aimerait créer une plateforme qui vient en aide aux petits commerçants parce qu'ils ont baissé leur rideau du jour au lendemain. Qui est chaud pour nous aider? On ne savait pas trop quoi faire. On crée aussi une landing page et en fait en 24 heures, on a plusieurs dizaines de milliers de vues du post. On a 20 personnes bénévoles qui nous rejoignent dans l'équipe. Et on a de tout, on a des personnes qui gèrent la growth, on a des personnes de Facebook, de Uber, des devs, des gens qui gèrent la presse, des avocats et qui rejoignent l'équipe. Et on lance Sauvons nos commerces. Donc on crée une plateforme en 15 jours qui permet à des commerçants de s'inscrire, de créer un profil et de vendre des bons d'achat, ce qui leur permet d'avoir à la fois un chiffre d'affaires mais aussi un soutien moral, puisque dès que vous achetiez un bon d'achat, vous pouviez mettre un petit mot de soutien. Et moi, je découvre que c'est incroyable, puisqu'on remet quand même le setup, on est confiné, on a un petit enfant, on a quand même nos boulots. Et le soir, on a nos petits commerçants qui nous appellent. Honnêtement, les premiers commerçants, ils nous appellent en pleurs, en nous disant « mais c'est incroyable, il y a des gens qui vont revenir une fois que je vais réouvrir ». Et moi, je trouve ça dingue d'avoir un tel impact sur la vie des gens, juste en entreprenant. Donc je découvre que entreprendre dans l'impact, ça n'a rien à voir avec entreprendre tout court. Voilà. Et il y a une question aussi qui me vient, et ça rejoint cette thématique de rêver grand. Comment t'expliques pourquoi cette initiative, elle a pris autant d'ampleur? Parce que pendant le confinement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui voulaient se rendre utiles, qui ont créé des choses. Comment tu l'expliques? Je pense que
tout part de la mission. Moi, ça a vraiment été un avant-après quand on a monté Daco.io, donc c'était une boîte dans l'IA. Et donc c'était passionnant, mais je passais ma vie à essayer de convaincre des catégories managers, par exemple, d'utiliser l'IA pour faire du pricing. Et je passais ma vie à leur dire, mais oui, mais allez-y, c'est génial, etc. Quand vous faites un projet à impact, et donc que vous avez une mission, vous n'expliquez plus pourquoi vous faites ça. En fait, quand on dit juste, on veut éviter que les commerçants ferment le rideau définitivement, vous ancrez quelque chose et en fait vous fédérez autour de ce projet-là. Et donc c'est pour ça que la team s'est montée super vite et qu'il y avait autant d'énergie positive autour de ce projet. Ok. Ça paraît super simple comme ça. Mais donc du coup, après Sovono Commerce, tu disais, voilà, j'ai compris comment et à quel point l'impact en fait donnait de l'énergie et l'envie d'entreprendre. Du coup, après, ça a influencé la vision de tes projets. Du coup, comment tu as opéré ce switch et c'est quoi la suite après l'initiative Sovono Commerce? Yes, donc on est en 2020. Moi, ça fait 2 ans que je suis chez VP. Donc, je crée Daco, je le revends en 2018 et je fais 2 ans à la tête du pricing chez VP. Et donc, j'arrivais en toute transparence à la fin de mon earn-out. Donc, j'aurais pu partir de chez VP. Et je me posais plusieurs questions. La première, c'était OK, maintenant j'ai découvert que l'impact, c'était bien. Comment je le mets au centre de ma vie? Et ma compétence première, c'est quand même faire du business. Donc, comment j'allie business et impact? Je fais très vite le choix d'aller vers l'économie circulaire puisque ça permet d'allier les deux. Donc, je fais un exécutif programme à Cambridge sur l'économie circulaire. Comme ça fait très pompeux. Honnêtement, c'est juste vous inscrivez, vous payez très cher et vous insistez à des cours. Mais après, ça vous fait aussi un réseau. Et c'était le moment où je savais que Jacques-Antoine Grandjean réfléchissait à monter la seconde main chez VP. Et donc j'avais 2 choix, soit repartir sur un projet 100% entrepreneurial, soit essayer de changer ce gros mammouth rose qui est VP et essayer de le rendre un peu plus circulaire. Et donc je décide de plutôt aller sur la deuxième option, à la fois parce que honnêtement, ça me faisait marrer de voir ce que c'était un projet intrapreneurial. Je trouvais aussi qu'apprendre le b.a.-ba de l'économie circulaire chez un géant de la logistique, c'était assez incroyable. Et de manière plus personnelle, j'étais enceinte, et donc c'était quand même beaucoup plus simple de faire de l'intrapreneuriat. Mais tout ça, c'est super bien aligné. Et donc moi, je me dis, ok, j'y vais, je fais un déj avec Jacques-Antoine, et je lui explique pourquoi il doit faire ça avec moi. Et il est convaincu. Comment tu l'expliques du coup? Non, je pense qu'on on avait la même mission et la même envie. Il savait aussi que j'avais déjà monté une première entreprise vu qu'il l'avait rachetée. Il voulait un profil entrepreneurial, je pense. Il voyait aussi que j'étais animée par cette mission-là. Et donc, pour la petite histoire, on déj ensemble. J'en garderai un souvenir mémorable. Il est quand même assez challengeant. Et à la fin du déj, il me dit droit dans les yeux, OK, on le lance dans 6 semaines. Et je fais une conférence de presse. Et Jacques-Antoine ne fait jamais conférence de presse. Et donc, j'avais 6 semaines avant la conférence de presse, avant le lancement. Et après, c'était parti. D'accord, donc quand tu dis il a été challengeant, quels sont les points sur lesquels il t'a questionné, insisté? Quand on fait de l'économie circulaire, on a plusieurs challenges. Donc c'était sur OK, comment on va chercher du gisement et donc grosso modo des vêtements chez nos membres, comment on le déploie sur le site de VP, comment tu récupères, je savais que je pouvais récupérer un entrepôt VP, comment tu l'aménages, quel team tu montes, comment on va les revendre, enfin vraiment tout. Tu prends un business model de boîte, c'est comme un investisseur parce qu'il va te donner de l'argent aussi pour le faire, et donc tu lui exploses ta vision. C'est un peu un pitch d'invest. Et oui, et vu que tu avais aussi travaillé avec lui, tu lui avais vendu, tu avais vendu une boîte avec tes associés. Effectivement, il y avait quand même un terreau fertile et un track record important. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu montes Recycle. Ça a été, selon toi, avec du recul, une réussite? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment?
C'est pas à moi de dire si c'est une réussite, mais en tout cas, on a beaucoup appris. En fait, comment ça s'est passé? Donc, on a récupéré un entrepôt de chez VP. On avait à l'époque à peu près 1000 mètres carrés. Et donc, récupérer des vêtements chez nos membres, c'était assez facile. On faisait des collectes flash. Vous nous envoyez vos vêtements et on récupère et on vous envoie des bons d'achat. Et donc, on avait fait le pari de prendre des vêtements qui étaient tout état. Donc, vous pouviez nous envoyer n'importe quoi, vous aviez des bons d'achat. Et nous, après, on faisait le tri. Et donc, on triait ce qui était réutilisable et ce qu'il fallait qu'on recycle. Et donc, le premier challenge, c'était en fait déjà de gérer la volumétrie de ces gisements-là. Par exemple, on a fait une collecte avec Carrefour et avec Petit Bateau. Et c'était en centaines de milliers de pièces qui arrivaient. Et donc, on avait un peu du mal à gérer au tout début, bien évidemment. Ensuite, il a fallu gérer toute la partie entrepôt. Donc, ces vêtements-là, on les triait, on les lavait, on les séchait, on les repassait, on les prenait en ligne et on les revendait sur VP. Et le prix moyen de vente, c'était 8 € hors taxe. Donc moi, j'avais moins de 2 € pour faire toutes ces opérations. Et donc, on a beaucoup travaillé sur tous ces process. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Co-Founder sur le cofondateur de McDo, mais je vous le conseille. Et à un moment donné, il y a une scène qui est mythique et franchement, on l'a répété je ne sais pas combien de fois. C'est il se met sur un terrain de tennis, il dessine en gros des cuisines de McDo, et il fait la choré la plus performante pour faire un burger le plus rapidement possible. Et nous, on a essayé de faire ça sur des vêtements pour prouver qu'en fait, tu pouvais faire de la seconde main en C2B2C sur de la fast fashion. Et en fait, tu prouves que si tu arrives à faire ça à moins de 2 €, que c'est plus vertueux, même financièrement, de faire de la seconde main que de faire de la fast fashion. Et chose à laquelle on est arrivé au bout de 6 mois. Et donc ça a été vraiment un énorme milestone et je pense une grande réussite. Et ensuite, tous ces produits-là, on les vendait sur VP. Honnêtement, c'était pas du tout un challenge. Il y a tellement de membres sur VP que les ventes, on les fermait au bout d'une heure parce qu'il n'y avait plus rien. Et c'est encore effectivement, ouais. Recycle, ça existe. Yes. Ok. Et donc, suite à Recycle, qu'est-ce qui se passe? Tu décides d'arrêter l'aventure? Comment ça s'enchaîne après pour toi? Yes, donc on est en 2022. Moi, je commence à m'intéresser à l'économie circulaire de manière plus générale. Donc, je découvre tous les autres secteurs. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs vagues dans l'économie circulaire. Il y a eu les voitures, j'en parle plus parce que maintenant, c'est logique d'acheter une voiture d'occasion. Mais il y a eu une première vague avec des petits articles. Donc, vous avez eu Vinted, vous avez eu Back Market. Et ensuite, il y a eu un commencement de deuxième vague sur des produits plus volumineux. Donc, les vélos, les meubles, le gros électroménager. Donc, je m'intéressais à tous ces secteurs-là. Et je tombe sur le gros électroménager et je découvre qu'on jette chaque année en France 10 millions d'appareils gros électroménagers par an. Donc, c'est genre colossal, c'est 30 000 par jour, et il y en a moins de 3% qui sont reconditionnés. Donc clairement, tout ce qu'on a connu sur le smartphone, on ne l'a pas connu sur le gros électroménager. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Déjà, ça m'énerve, et ensuite je me dis, il y a quelque chose à faire parce qu'il n'y a pas de gros acteurs qui reconditionnent du gros électroménager aujourd'hui. Et ça t'a pas fait peur, le fait qu'il n'y ait pas de gros acteurs dessus? Si tu te plantes, vu que personne n'y arrivait, franchement, ça réduit vachement les risques. Et c'était le moment où j'avais envie de remonter une boîte. Ça faisait quand même 4 ans que j'étais salariée. Et donc, les étoiles se sont alignées. Et donc, tu montes Underdog. Qui connaît Underdog parmi l'écosystème nantais? Qui pense connaître Underdog? Non, quand on posait la question à Paris, il y a beaucoup moins de monde. C'est cool. Oui, mais ça fait un peu du bien quand même de se confronter à un écosystème qui nous connaît. Mais on va quand même... creuser. Donc, Underdog, du coup, tu t'attaques à cette problématique colossale. Par où on commence pour monter un projet d'une telle envergure et où, du coup, tout est à faire et à défricher? Alors déjà, on commence par trouver des associés. Donc, je pars avec Léa et Laura, qui sont deux ex-VP, donc que j'ai connues chez VP. Et on fait tout de suite le choix de lever des fonds. Donc, très basiquement, je fais un BP, je fais un deck de 14 slides. Excuse-moi, pourquoi tu les choisis? Qu'est-ce qui fait que tu veux monter ça avec? Alors, Léa, c'était la COO de Recycle. Donc, elle gérait toutes les opérations. C'est elle qui a ouvert l'entrepôt. Et donc, c'était clairement la meilleure pour lancer les opérations de Underdog aussi. Et Laura, c'était une des directrices commerciales de VP. Elle, sa force, c'est vraiment de construire des partenariats avec des partenaires. Et donc, elle gère toute la partie supply, où on a beaucoup de partenariats B2B.
Donc on décide de lever des fonds, on fait un deck, on fait un BP, moi je vais voir les investisseurs, là on va pas vous mentir, j'ai un biais énorme puisque j'ai déjà monté une boîte et je l'ai déjà revendue, donc les investisseurs vous écoutent beaucoup plus facilement, je sais qu'on en parlait ce matin, et on lève 3,8 millions d'euros avec plusieurs investisseurs, ce qui nous permet d'ouvrir l'entrepôt que vous connaissez peut-être, de monter l'équipe, d'acheter les premières machines et de commencer l'aventure. Là il y a la partie, on va dire, j'allais dire officielle, mais l'autre aussi l'est. Et en parallèle de la levée de fonds, en fait, on commence à acheter des machines défectueuses. Franchement, pour la petite histoire, il y en avait 10 dans mon garage. Je pourrais vous montrer les photos. Et on fait quand même une partie un peu à l'aveugle. Avant la levée de fonds, moi, j'achète genre 15 jours avant le closing, j'achète 164 machines défectueuses. Je me rappelle encore cliquer sur le mail en me disant « j'ai pas d'entrepôt, les fonds ils sont pas arrivés ». Et si le closing est décalé, franchement, j'ai 160 machines chez moi. Je ne sais pas, j'aurais peut-être appelé ici lundi pour les stocker ici. Mais ça commence comme ça. Ok, et tu parlais de garage, ça fait très l'histoire de Startup Garage. Ouais. Et justement, alors c'est peut-être une question bête, puis il n'y a pas forcément d'intérêt, mais je me pose quand même la question, pourquoi on qualifie Underdog de startup étant donné que voilà, il y a beaucoup de manutention, on s'attaque aussi à du hardware, etc. Pourquoi c'est qualifié comme une start-up Underdog aujourd'hui? Parce qu'on perd de l'argent, je pense. C'est le principal. Non, mais par définition, on est en train de construire un modèle qui n'existait pas. Donc oui, on lève des fonds et on en relève. Et quand on aura trouvé notre modèle et qu'on gagnera de l'argent, on sera une belle entreprise PME. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais on ne sera plus une start-up. Et à part ne pas gagner d'argent, qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien, aujourd'hui, là, auquel tu es confronté avec Underdog? Il y a plusieurs challenges. Le premier challenge, ça a été de nouer les partenariats B2B qui nous permettent d'avoir accès à cette matière défectueuse. Il faut savoir que c'est considéré comme du déchet. Aujourd'hui, ça va au mieux en déchetterie. Et donc, il faut réorganiser tous les flux, il faut construire des partenariats pour récupérer ce produit-là. C'est pas facile, mais on commence à le faire. Nous, aujourd'hui, on source maintenant beaucoup, plus de 1500 machines par mois. Ensuite, ce qui a été dur, ça a été de recruter des techniciens. Il n'y en a pas, ou il y en a peu. Ils font quand même rarement confiance à des startups. Enfin, c'est quand même des gens qui sont habitués à Darty et Boulanger, et il y a une certaine sécurité. Donc on a eu la chance d'avoir la confiance de notre premier technicien qui est devenu notre chef de la réparation. Franchement, il est arrivé, l'atelier faisait 500 mètres carrés, il y avait 20 machines et 3 nanas qui ne comprenaient rien à la mécanique. Donc vraiment... merci à lui. Et ensuite, on a lancé notre propre programme de formation et de reconversion pour avoir ces techniciens-là et pour avoir aussi un impact social. Donc maintenant, ils sont plus de 25 en entrepôt. Mais c'est toujours un challenge de recruter, de les former, de les faire monter en compétences. Et ensuite, il y a le challenge de savoir vendre ces machines-là. Donc nous, on se distribue à la fois sur notre site et à la fois sur les marketplaces de Darty et Boulanger, où aujourd'hui, on est le plus gros vendeur sur ces marketplaces de gros électroménagers reconditionnés. Et là, il y a eu plein de challenges sur comment tu construis ta marque, comment tu fais ton pricing, comment tu comment tu mets en ligne tes produits. Et bien évidemment, il y a toute une transversale tech, parce qu'on l'oublie souvent quand on parle d'un reconditionneur, mais on est aussi une boîte tech, une tech qui est ultra pragmatique et très très proche des opérations, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une base de scale pour la suite. Et là, on a parlé aussi de... on va dire tout le fil de ton parcours entrepreneurial, donc avec du sens et pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Et tout au long, on remarque qu'à chaque fois, tu l'as fait toujours avec une grande ambition. Et c'est aussi le thème de cette conférence, rêver grand. C'est quelque chose qui est important pour toi, la façon aussi dont tu me l'avais partagé dans les réunions préparatoires. Question large. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rêver grand, et pourquoi c'est important quand on se lance dans des projets? Alors moi, je ne pense pas qu'il faille avoir de l'ambition pour avoir de l'ambition. Je pense que quand ton feu sacré, c'est de l'impact, et que tu veux changer un truc qui tourne pas rond, j'ai du mal à voir pourquoi tu n'aurais pas d'ambition. En fait, tu veux régler quelque chose qui ne va pas, donc forcément, tu veux le régler en entier. Et donc pour moi, cette ambition-là, elle est intrinsèquement liée à ta mission et à ton feu secret. C'est même pas une question que je me suis posée, honnêtement.
C'est assez naturel chez toi. Je ne sais pas chez moi, mais en tout cas sur ce projet-là, oui. Ouais. Et justement, par rapport à ça, et tu l'avais évoqué dans un podcast et j'ai trouvé ça super intéressant, quand on a ce feu sacré, il faut quand même qu'on continue de le nourrir dans des phases, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Comment tu continues d'avoir cet élan d'énergie pour l'insuffler auprès de tes équipes, au service de ton projet? Comment on garde ça? Comment on garde cette flamme? Pour moi, c'était beaucoup plus dur sur Daco, où en fait notre mission c'était d'aider des gens à faire du pricing, versus pour Underdog, où vraiment j'ai connu des moments hyper durs pendant Underdog, c'est public, j'ai perdu mon père, mais à aucun moment, en fait, la mission te tient. Vu que tu viens et que tu as ce feu sacré-là, et c'est pour ça que, franchement, je donne pas beaucoup de conseils, mais alors, s'il y en a un, c'est entreprenez dans quelque chose qui vraiment vous anime au quotidien. Et même quand vous êtes à terre, vous avez envie d'y retourner, et c'est même ce qui nourrit votre retour au travail et votre retour à la vie normale, entre guillemets. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de travailler sur ce feu sacré, de l'écouter et de le suivre. Et aussi, qui nous permet aussi de savoir si on est à la bonne place. À ce moment-là, je pense que c'est très instinctivement, on arrive à comprendre ça de cette façon. Et ben merci Claire. Je m'étais engagée à garder 10 minutes pratiquement pour des questions-réponses. Donc c'est le moment. Rêvez grand. Qui veut poser la première question? C'est la première la plus dure. Vous ne savez pas tout sur Claire, vous ne savez pas tout sur Underdog. Allez-y. Merci Claire pour ce témoignage. Moi, j'avais une question. Est-ce que quand tu vas financer ta deuxième entreprise, est-ce que tu mets ton propre argent? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Excellente question. Non, je ne mets pas mon propre argent parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a je trouve que professionnellement, investir de telles sommes, c'est un métier. Et je n'avais pas envie de tout mélanger. Et très égoïstement, j'ai investi dans plein d'autres boîtes qui sont là pour calmer ma FOMO aussi. Et j'adore suivre l'aventure d'autres entrepreneurs. Donc j'ai plutôt investi dans d'autres boîtes et pas dans la mienne. Voilà, pour ces raisons-là. Moi, j'avais une question. C'est vrai qu'il y a quelque chose ici dont on n'a pas parlé, mais c'est assez récent et du coup, j'aimerais bien aussi que tu nous en parles. On a parlé voilà, de tous tes projets et à chaque fois que tu avais aussi cette suite dans les idées et t'attaquer à d'autres problèmes. Récemment, tu as lancé avec 80 autres fondateurs, fondatrices, la Climate House. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et quel est le projet derrière ça? Yes, la Climate House, c'est un lieu dans Paris. On a récupéré la Nouma, donc c'est un building de 5 étages. Ça rassemble tous les acteurs de la transition écologique pour pouvoir l'accélérer. Donc ça peut être des start-upers, des grands groupes, des activistes, des scientifiques, des politiques. L'idée, c'est d'être dans le même lieu pour pouvoir débattre et avancer beaucoup plus rapidement. Et pour raconter ce Zero to One, là, l'idée, elle a un peu plus d'1 an. C'était en novembre 2023, où en fait avec donc Lucie Bache, la fondatrice de Too Good To Go, Clément Antaresco qui a fondé Morning et Jacques Abra qui a fondé Context, une boîte dans l'IA, on se retrouve et on se dit en fait il manque un lieu catalyseur avec toutes ces énergies-là. Donc on se met à travailler en side project ensemble. On monte une équipe et surtout on se dit ok, ce projet-là il doit être pluriel, il doit rassembler le maximum d'énergie. Donc au bout de 6 mois, on fait le choix de lever des fonds et d'embarquer au total 80 cofondateurs, donc principalement des entrepreneurs ou des gens qui officient dans le climat. On investit tous de l'argent dans le projet et tous du temps. Et donc maintenant, on est 80 cofondateurs, on a une équipe de 15 personnes et on a ouvert les portes le 17 octobre 2023. Mais là, c'est vraiment on va dire le Zero to One le plus collectif que j'ai jamais fait. Et c'est assez dingue l'énergie que ça donne et la pluralité que ça donne. Comment on fait pour rejoindre un projet comme la Climate House, soit en tant que fondateur, soit en tant que contributeur, contributrice?
vous pouvez contacter les équipes ou me contacter moi. Il y a plein de bénévoles qui se greffent au projet et qui apportent aussi leur vision de cette maison-là. Et donc, franchement, plus on est nombreux et plus ça ira vite. Donc, avec plaisir. Des questions ? Merci pour ton témoignage. Je suis une éternelle convaincue de l'impact que la tech et les startups peuvent avoir sur la société et l'environnement, donc chouette d'avoir ça. J'ai une question. Vous avez levé énormément d'argent pour démarrer dans un monde où c'est de plus en plus compliqué d'avoir des fonds. Comment, déjà, avec qui vous avez levé et comment tu convaincs des investisseurs d'investir sur un projet sociétal et environnemental avant tout ? Je partage ton constat que c'est pas facile. Alors, moi, j'ai vu la levée de fonds, comment elle s'est passée. Déjà, on avait fait ce choix-là d'aller chercher tout de suite beaucoup d'argent pour aller très vite. Et donc ça, c'est quand même un choix qu'il faut faire en conscience parce que ça influence beaucoup la trajectoire de développement de ta boîte et les obligations que tu as. Donc nous, nos investisseurs, c'est Daphne. Il y a Sista Fund aussi, Tivoli, Leia Partner, et j'ai 25 à peu près business angels, Roxane Barza, enfin des Thibaut Altière, etc. Et en fait, alors autant les business angels, tu arrives à les convaincre sur une vision, sur de l'impact, sur l'équipe, autant les fonds d'investissement, il faut quand même avoir un minimum de TRI à leur offrir. Et en fait, je pense qu'ils ont été convaincus du fait que tu peux créer une industrie plus circulaire et un jour être rentable et ramener du cash. Donc il y a vraiment deux visions, à la fois business et impact, qui se mélangent. Après, je ne vais pas te cacher, c'est hyper dur. Moi, j'ai vu 170 personnes entre des fonds et des business angels. Ça a duré 3 mois. Ça veut dire que tu pitches 170 fois, que tu rentres en deep dive avec une dizaine de fonds. Et donc, ça prend du temps et c'est pas simple, mais tu peux y arriver. Moi, j'avais une question sur... du coup, vous êtes 3 cofondatrices et on te voit beaucoup de toi. Et je voulais savoir si c'était un choix stratégique ou plutôt personnel. Tes autres cofondatrices, elles n'aiment pas se mettre en avant. Voilà. Plutôt deuxième option. Disons que moi, ça ne me dérange pas et qu'elle, ce n'était pas une volonté. Et j'en ai en plus une qui est en train de pouponner, donc qui n'est pas dispo. Claire, j'ai eu la chance de te voir aussi à la Growth Session la dernière fois. Et tu disais qu'en fait, tu avais monté une entreprise avec toujours cette conscience de rentabilité dès les premiers instants, même si tu as levé des fonds. Aujourd'hui, justement, cette rentabilité, elle est attendue. Pour quand ? Comment tu vois les choses dans l'avenir ? Elle est clairement attendue. Non, elle n'est pas attendue avant plusieurs mois / années. On est quand même sur un track de Startup VC Fund. Donc clairement, on a construit la boîte comme ça. On fait beaucoup d'efforts pour avoir une rentabilité la plus rapide possible. Mais tu as un effet de seuil où il faut qu'on ait plusieurs entrepôts pour être rentable. Mais c'est la trajectoire, on va dire, moyen terme. Flo fait des kilomètres. Merci. Oui. Les 10 000 Bonjour. pas Est-ce qu'on regarde ce que font les Américains et les Chinois lorsqu'on lance Underdog ? Alors pas du tout, on peut même pas regarder chez nos proches voisins européens et ça t'aide pas non plus à lever des fonds parce qu'on te demande ok quel est le modèle gagnant aux US, en Europe ou ailleurs et t'as pas de reconditionneur at scale de gros électroménagers. Il faut savoir que la France est en avance sur l'économie circulaire de manière générale et donc vraiment on est un des premiers à avoir l'ambition de le faire at scale, donc on regarde très peu ce qui se passe à l'étranger, mais par contre on regarde ce qui se passe sur les autres verticales. Typiquement, on est très proche d'Aramis Auto qui le fait sur les voitures, qui fait maintenant 2 milliards de chiffre d'affaires. Upway le fait sur les vélos. Nous, on le fait sur de gros électroménagers. Donc, on va s'inspirer de personnes qui ont ce modèle, on va dire full stack, qui gère le sourcing, le reconditionnement, la vente sur des gros produits.
Merci. Moi, je me demandais pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire de l'intermédiation, mais plutôt intégrer tout le process de réparation des machines et de revente? Tu veux qu'on répare et qu'on revende pas? Non. Pourquoi vous n'avez pas juste dealé avec des entreprises qui réparaient elles-mêmes? Parce que tu n'en as pas. En fait, tu as beaucoup de techniciens à domicile, donc sur la réparation à domicile, mais tu n'as pas vraiment de gros reconditionneurs. Tu en as franchement quelques-uns, mais tu ne maîtrises pas ta qualité, tu ne maîtrises pas comment tu vas mettre en place des process. Et vraiment, nous, notre secret sauce, et là, on va gagner de l'argent, c'est notre capacité à sourcer des produits défectueux peu chers, à savoir les réparer. Donc on n'est pas du tout sur la crème de la crème, les pannes SAV, etc. On veut vraiment, on récupère du déchet, on sait les réparer de façon qualitative et on sait les vendre de façon efficace. Et c'est quand tu maîtrises l'entièreté de la chaîne que tu arrives à dégager de la croissance et à vraiment avoir des bases saines pour scaler. Bonjour, merci Claire. Ah oui, il faut lever la main, pardon, je suis là. Juste une question, parce que c'est vrai que tu parles de économie circulaire at scale sur le sujet, avoir un grand entrepôt, start-up industriel, mais on sait que sur ces sujets-là, il y avait déjà quelques assos qui travaillent sur la réparation d'électroménagers comme Envie, et je me demande comment vous vous positionnez, comment vous travaillez avec ces acteurs-là. Yes, surtout Envie 44 qui est un des plus gros centres et qui fonctionne hyper bien. Nous, on est allé les voir dès qu'on a fondé l'entreprise. Quand je parlais des moins de 3% de produits qui sont reconditionnés aujourd'hui, Envie, c'est quasiment la majorité. Et donc nous, on a des synergies à voir avec eux. C'était déjà on veut pas les mêmes gisements. Nous, on s'attaque à des gisements qui allaient au recyclage. Donc déjà, on ne touche pas à ça. Et deux, on a des synergies sur, eux, ils forment des personnes pendant 2 ans. Il faut leur trouver une porte de sortie. Donc nous, clairement, on peut être aussi une porte de sortie. On peut les aider à distribuer leurs produits sur notre site. Alors, à Nantes, typiquement, ils ont aucun mal à distribuer leurs produits en magasin. Mais tu vois, on a des synergies comme ça. On a visité leur entrepôt, ils ont visité le nôtre. Donc on travaille franchement, totale transparence et hyper bonne intelligence. Le but encore, c'est de faire du reconditionner la nouvelle norme de consommation. Et en fait, notre plus gros concurrent, en toute honnêteté, c'est le neuf. Merci à toutes et tous. Merci Claire. Merci à vous pour ton temps. Merci à tous.